La différence est littéralement le jour et la nuit. C'est ce à quoi vous vous attendriez. Mais la plupart des personnes qui ont regardé le lancement d'Artemis II ont eu la même pensée. Nous l'avons déjà fait. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Un équipage, une fusée, la Lune. Ça me semble familier. Le compte à rebours, le démarrage, la foule qui regarde depuis la côte. On pourrait facilement croire que 2026 n'est autre que 1969 avec de meilleurs graphismes. Mais cela soulève une question qui mérite une réponse. Ces deux missions sont-elles réellement comparables? Ou bien, Artemis est-elle fondamentalement différente d'Apollon? Construit à partir de technologies différentes, conçu dans un but différent et doté de capacités totalement différentes? La réponse s'avère plus intéressante que la plupart des gens ne le pensent. Certaines choses ont complètement changé. Certaines choses n'ont quasiment pas changé. Et au moins une différence, les photographies, a semé la confusion d'une manière totalement inattendue. Commençons par la différence la plus visible. La fusée. La fusée Saturne V mesurait 110,7 mètres de haut et générait une poussée de 300 à 400 tonnes au décollage. Pendant plus de 50 ans, elle est restée la fusée la plus puissante jamais lancée avec succès. Le lanceur SLS qui a transporté Artemis II mesure 98 mètres de haut et génère une poussée de 4 millions de kilogrammes, soit environ 17% de plus que la Saturne V. Le SLS est donc plus court, mais plus puissant. Cela ressemble à un progrès. Le coût complique encore la situation. Le lancement d'une fusée Saturne V coûtait environ 1,4 milliard de dollars actuels. Le lancement d'une seule fusée SLS coûte environ 2,6 milliards de dollars. Selon certaines estimations du Government Accountability Office, le coût total, tous frais compris, dépasserait les 4 milliards de dollars. Les deux roquettes sont consommables. Ils ne volent qu'une seule fois et ne sont pas récupérés. Après chaque vol, SpaceX fait atterrir son lanceur Falcon 9 sur un navire drone. Le SLS est rejeté dans l'océan à chaque fois. C'est la même approche que celle utilisée par la NASA en 1969. Les moteurs RS-25 de l'étage central du SLS sont de conception identique à ceux qui ont propulsé la navette spatiale pendant 30 ans. Reconstruits, recertifiés, mais conception de base identique. Ce qui ressemble à une nouvelle fusée embarque en son cœur des composants, issus d'un programme qui s'est achevé en 2011. Le module de commande Apollo transportait 3 astronautes dans un espace habitable d'environ 210 pieds cubes. Cela correspond approximativement à l'intérieur d'un grand placard. 3 hommes adultes ont été enfermés là-dedans, pendant une durée allant jusqu'à 12 jours. Le vaisseau spatial Orion qui transportait l'équipage d'Artemis II offre environ 330 pieds de cube, soit environ 30% d'espace en plus réparti entre 4 personnes au lieu de 3. Il dispose d'un espace d'hygiène dédié avec des toilettes appropriées, des rideaux d'intimité, un appareil d'exercice à volant d'inertie, un système de maintien au chaud des aliments et un système de communication numérique permettant des appels vidéo avec les familles de l'équipe. Le module de commande Apollo n'avait pas de toilette. L'équipage a utilisé des sacs en plastique adhésif. Presque tous les astronautes d'Apollo qui ont parlé honnêtement de cette expérience la décrivent comme l'un des pires aspects des voyages spatiaux. Artemis II avait des toilettes. Elle s'est cassée dès le premier jour en orbite. Le ventilateur d'aspiration du tuyau d'évacuation des eaux usées a cessé de fonctionner, obligeant l'équipage à utiliser des sacs pour uriner. L'écart entre 1969 et 2026 en matière d'assainissement était plus faible que la plupart des gens ne l'auraient souhaité. Apollo était alimenté par des piles à combustible. L'hydrogène et l'oxygène se combinent pour produire de l'électricité et, comme sous-produit, de l'eau potable. Élégant mais limité. Chaque watt utilisé par l'équipage provenait d'une réserve qui s'épuisait. Orion tire son énergie de 4 panneaux solaires latéraux, renouvelables tant que le soleil brille. L'envergure des ailes entièrement déployées du vaisseau spatial est d'environ 63 pieds. Cela change la donne psychologique de la mission. Les équipages d'Apollo comptaient constamment leurs consommables. L'alimentation électrique d'Orion se régénère d'elle-même. Le module de service boulonné à l'arrière d'Orion n'a pas été construit aux États-Unis. Il a été fabriqué par Airbus en Allemagne dans le cadre d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne.
Il assure la propulsion, le contrôle thermique et le maintien des fonctions vitales. Apollo était américain de A à Z. Artemis est international par nature. Le programme Apollo a envoyé 24 personnes au-delà de l'orbite terrestre basse. Chacun d'eux était un Américain. Ce n'était pas un accident. La filière qui formait les pilotes d'essais militaires dans les années 1960 était exclusivement masculine et, dans les faits, exclusivement blanche. Le programme reflétait la société qui l'avait élaboré. L'équipage d'Artemis II, composé de 4 personnes, comprenait Victor Glover, la première personne de couleur à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Christina Koch, la première femme. Jeremy Hansen, le premier astronaute non américain de l'Agence spatiale canadienne, dont la présence témoigne d'un traité signé en 2020 officialisant la participation canadienne au programme. Red Wiseman, le commandant de la mission, est devenu la personne la plus âgée à voyager vers la Lune. Les 4 disques sur un seul vol. Les équipages d'Apollo étaient composés de pilotes d'essai et d'ingénieurs très compétents, sélectionnés à l'issue d'un processus extrêmement compétitif. L'équipage d'Artemis II est tout aussi talentueux. La différence ne réside pas dans la qualité des astronautes, mais dans les critères de sélection. Avant d'aborder la question des ordinateurs et du coût, il y a un événement survenu lors de la mission Artemis II que personne n'avait prédit. Les photographies ont déclenché une polémique sur Internet. La NASA a publié la première image complète de la Terre, prise par l'équipage d'Artemis II, le 3 avril 2026. Le commandant Red Wiseman l'a prise à travers le hublot d'Orion avec un Nikon D5, un appareil photo numérique professionnel à une distance d'environ 100 000 miles de la Terre. L'image était intitulée « Hello World ». Peu après que la NASA l'ait publiée côte à côte avec la bille bleue, la célèbre photographie de la Terre entière prise par l'équipage d'Apollo 17 en décembre 1972, des centaines de milliers de personnes ont immédiatement remarqué la même chose. La photo de 2026 paraissait moins éclatante que celle de 1972. Les couleurs de l'image d'Apollo étaient plus riches, plus saturées. La Terre paraissait presque lumineuse. L'image d'Artemis était précise et extraordinairement détaillée. Il est possible d'observer simultanément les aurores boréales au pôle Nord et les aurores australes au pôle Sud, ce qui n'a jamais été capturé sur une seule photographie prise depuis l'espace. Mais l'impact visuel n'était pas le même. À l'ère des appareils photo de smartphone et du traitement d'images par intelligence artificielle, la photographie argentique de 54 ans paraissait plus vivante que la photographie numérique moderne. L'explication est simple, mais il est facile de passer complètement à côté. La photo pour Blue Marble a été prise en plein soleil. Apollo 17 se dirigeait vers la Lune sur une trajectoire qui plaçait le Soleil derrière le vaisseau spatial, illuminant pleinement la planète en dessous. Ce sont des conditions photographiques pratiquement parfaites. La Terre, sur cette image, est éclairée de la même manière qu'un sujet est éclairé lorsqu'un photographe le place devant une fenêtre par une journée ensoleillée. La photo Hello World a été prise de nuit. Wiseman a pris cette photo juste après la manœuvre d'injection translunaire, sur une trajectoire où la Terre se trouvait entre le vaisseau spatial et le Soleil. La planète sur la photographie est entièrement éclairée par le clair de lune, la lumière de la Lune se reflétant sur la surface de la Terre. Les réglages de la caméra en disent long. f4, 1/4 de seconde d'exposition et ISO 51-200. Il s'agit d'un dispositif photographique pour conditions de très faible luminosité, du genre de ceux utilisés pour photographier les étoiles ou des pièces éclairées à la bougie. Wiseman photographiait la Terre dans l'obscurité. L'équipage d'Apollo a photographié la Terre avec un appareil photo Hasselblad 500EL, chargé d'un film Kodak Ektachrome, 70 mm f11, et LRD 250e de seconde sous un soleil éclatant. L'équipe d'Artemis a réalisé la vidéo Hello World avec un réflexe numérique vieux de 10 ans, dans l'obscurité quasi totale, en filmant uniquement au clair de lune. Il ne s'agit pas d'un fossé technologique. C'est une différence d'éclairage, et c'était invisible pour presque tous ceux qui ont comparé les deux images. Il existe une autre différence entre les deux photographies, et elle est plus difficile à expliquer par les réglages de l'appareil photo.
Il a été explicitement demandé aux astronautes d'Apollo 8 de ne pas gaspiller de pellicule pour photographier la Terre. Les instructions du commandant de mission Frank Borman étaient directes. « Je ne veux pas te voir regarder par la fenêtre !» La photographie de la Terre figurait dans le plan de mission comme un objectif d'opportunité, soit la priorité la plus basse possible. La célèbre photographie « Levée de Terre » de 1968 a été prise parce que Bill Anders a remarqué quelque chose du coin de l'œil, alors que l'équipe photographiait la surface lunaire en noir et blanc. Saisissez l'appareil photo le plus proche, changez-le pour un chargeur de film couleur et prenez ce qui est devenu l'une des images les plus reproduites de l'histoire. C'était un accident. L'équipage d'Artemis II a passé des semaines à s'entraîner avec des géologues et des scientifiques, spécifiquement pour photographier et décrire la Lune. Ils avaient un plan d'observation scientifique officiel pour ce survol. 5 des 6 fenêtres d'Orion étaient équipées de caméras de diffusion en direct. La mission transportait au total 32 appareils photo et dispositifs compatibles avec la prise de photos. L'équipage a pris environ 10 000 photographies, rien que pendant les 6 heures de survol, soit plus du double du nombre total de photographies prises pendant toute la mission Apollo 17. Apollo considérait la photographie comme une distraction. Artemis II l'a considérée comme un objectif de mission principale. L'ordinateur de guidage Apollo disposait d'environ 72 kilo-octets de mémoire et pouvait exécuter environ 40 000 instructions par seconde. Cela représente une puissance de calcul inférieure à celle d'une calculatrice de poche moderne. L'ensemble des calculs de trajectoire, du guidage, de la navigation, du maintien des fonctions vitales et de la surveillance de la mission Apollo 11 a été géré par un appareil qu'un smartphone de milieu de gamme surpasserait à tous les égards. Orion fait fonctionner 4 ordinateurs indépendants en parallèle. Chacun d'eux est environ 25 fois plus rapide que les ordinateurs de la Station spatiale internationale et 400 fois plus rapide que les ordinateurs de bord des navettes spatiales. Dans l'ensemble, le système informatique d'Orion est environ 20 000 fois plus rapide que l'ordinateur de bord unique d'Apollo et environ 75% plus léger. Le cockpit d'Apollo était analogique, avec des interrupteurs physiques, des cadrans et des jauges mécaniques. Les astronautes lisèrent les instruments manuellement et calculèrent les corrections avec l'aide de Houston, qui effectuait la majeure partie des calculs mathématiques complexes au sol. Le centre de contrôle de mission n'était pas optionnel. Elle était structurellement essentielle au fonctionnement du vaisseau spatial. Orion dispose d'un cockpit numérique tout écran, d'interfaces logicielles et d'une visualisation de la trajectoire en temps réel. Il peut en principe voler tout seul. Cela a été démontré lors de la mission non habitée Artemis 1 en 2022, qui a effectué une orbite lunaire complète et est revenu de manière entièrement autonome. Lors de la mission Artemis 2, Victor Glover a piloté le vaisseau spatial manuellement lors de démonstrations de manœuvres en espace lointain. Non pas parce qu'Orion avait besoin d'un pilote humain, mais pour tester si un pilote humain pouvait guider le véhicule lors d'opérations de précision que les missions futures exigeront. Apollo a communiqué avec la Terre grâce aux ondes radio. Ça a fonctionné. Le son était grésillant, la bande passante étroite, et la transmission d'une seule photo prenait plusieurs minutes. La quantité totale de données renvoyées par une mission lunaire Apollo complète était mesurée en mégaoctets. Le système principal à large bande passante d'Orion utilise des lasers infrarouges. Le système de communication optique d'Artemis II, connu sous le nom d'O2EO, transmet des données entre le vaisseau spatial et 2 stations au sol, situées au Nouveau-Mexique et en Californie, à des vitesses que la radio ne peut atteindre. Au 4e jour de la mission, O2O avait déjà téléchargé plus de 100 géos de données, dont des photographies haute résolution prises par l'équipage à travers les hublots. Des photographies prises à 160 000 km de la Terre étaient visibles par le public quelques heures seulement après leur prise. Le délai de communication à distance lunaire est d'environ 1,3 secondes dans chaque sens. Il en va de même pour Apollon et Artemis. La physique de la vitesse de la lumière n'a pas changé en 54 ans. Le programme Apollo a coûté environ 25 milliards de dollars entre 1961 et 1973.
Ajusté à l'inflation en dollars de 2026, cela représente environ 290 à 300 milliards de dollars, selon l'indice d'inflation utilisé, et les programmes connexes inclus. Le programme Artemis, mesuré depuis son lancement officiel en 2017 jusqu'à l'alunissage prévu d'Artemis 4 en 2028, devrait coûter environ 105 milliards de dollars. Cela représente moins de la moitié du coût d'Apollo ajusté à l'inflation. Cette comparaison nécessite un contexte. Apollo n'était pas un programme optimisé en termes de coût. C'était une situation d'urgence liée à la guerre froide. Le Congrès a accordé à la NASA tout ce qu'elle demandait. Au plus fort du programme Apollo, le budget annuel de la NASA atteignait l'équivalent d'environ 42 milliards de dollars par an en valeur actuelle. L'agence comptait près de 35 000 fonctionnaires en 1964. Artemis a un budget moyen d'environ 6 milliards de dollars par an et emploie environ 14 000 fonctionnaires. L'effectif de la NASA est le plus réduit depuis l'annonce par Kennedy de l'objectif lunaire en 1961. Artemis tente de renvoyer des humains sur la Lune, avec un budget annuel représentant environ un tiers de celui d'Apollo. Cela permet d'expliquer pourquoi cela a pris plus de temps et a subi davantage de retard. Ce n'est pas un programme moins ambitieux. Il s'agit d'un programme doté d'un budget fondamentalement plus restreint qui tente d'atteindre un objectif comparable. Quant à savoir si cela représente un bon rapport qualité-prix, c'est une autre question. Un seul lancement de SLS coûte plus de 2,6 milliards de dollars pour une fusée à usage unique. Le Falcon Heavy de SpaceX, capable de transporter de lourdes charges utiles dans l'espace lointain, coûte environ 150 millions de dollars par lancement et est partiellement réutilisable. Le débat sur la question de savoir si la NASA devrait poursuivre le programme SLS au-delà d'Artemis 2 est toujours d'actualité et non résolu. La différence la plus importante entre Apollon et Artemis est celle qui n'apparaît dans aucune spécification technique. Le programme Apollo avait un objectif précis, faire atterrir un homme sur la Lune avant l'Union soviétique et le ramener sain et sauf. Une fois cet objectif atteint le 20 juillet 1969, la raison d'être du programme commença à s'estomper. Des coupes budgétaires ont suivi. La dernière mission Apollo, Apollo 17, a eu lieu en décembre 1972. Puis plus rien pendant plus d'un demi-siècle. Artemis n'est pas conçu pour gagner une course. Il est conçu pour établir une présence humaine permanente sur la Lune, une base près du pôle sud lunaire, des missions régulières et une plateforme pour d'éventuelles missions vers Mars. Artemis 2 n'était pas une destination. C'était un test systémique pour tout ce qui allait suivre. Apollo s'est rendu sur la face visible de la Lune, au niveau de l'équateur, un terrain plat baigné de lumière du jour, choisi pour sa sécurité d'atterrissage. Lors de son atterrissage, Artemis 3 se dirigera vers le pôle sud lunaire, une région d'ombre permanente et de terrain extrême où l'on pense que de la glace d'eau existe dans des cratères qui n'ont pas vu la lumière du soleil depuis des milliards d'années. Ce n'est pas une variante de ce qu'a fait Apollon. Il s'agit d'une mission différente, dans un lieu différent et pour un objectif différent. Apollo a prouvé que nous pouvions y arriver. Artemis cherche comment rester. Ces deux missions sont-elles donc vraiment comparables? À certains égards, non. Les ordinateurs sont 20 000 fois plus rapides. L'énergie est fournie par des énergies renouvelables. Les communications sont beaucoup plus rapides. L'équipage est diversifié d'une manière qu'Apollo n'a jamais connue. Les photographies sont transmises en direct, sans attendre le développement des films après l'amérissage. Le vaisseau spatial peut voler de manière autonome. À d'autres égards, ils sont plus semblables que prévu. Les deux fusées sont consommables. Le coût par lancement du SLS était supérieur à celui du Saturn V, compte tenu de l'inflation. La cabine est plus grande, mais toujours exiguë. Le profil de la mission, quitter la Terre, aller sur la Lune, revenir sur Terre, suit le même schéma. La plus grande différence ne réside pas dans le matériel. Apollo était un sprint avec du carburant illimité. Artemis est un marathon avec un budget limité. Apollo a condensé en une décennie l'urgence de la guerre froide d'une nation. Artemis est un programme international pluridécennal conçu pour construire une infrastructure qui perdure au-delà de toute administration ou cycle budgétaire. Son succès dépendra moins des ordinateurs, des panneaux solaires
et des communications laser que de la capacité de la volonté politique à le financer à perdurer suffisamment longtemps pour avoir une réelle importance. Artemis II a été lancé et est revenu sans encombre. Le bouclier thermique a tenu bon. L'équipage est rentré chez lui. La prochaine étape, à savoir un premier alunissage depuis 1972, dépendra de ce qui se passera ensuite. Si vous souhaitez comprendre en détail la mission Artemis II dans son intégralité, ce que l'équipage a vu sur la face cachée de la Lune, ce que le bouclier thermique a révélé, et ce qui s'est passé pendant les 40 minutes de coupure des communications, regardez Artemis II, l'histoire complète. Tout, du lancement à l'amérissage.